Jamais, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Jamais, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons aborder une tranche politique, la seconde de la semaine, et nous recevons quelqu'un qui nous vient d'un pays où l'actualité est dense depuis quelque temps, depuis un an environ. Lui, c'est quelqu'un qui a été à la tête des avocats de son pays. Il a fondé Transparency International dans son pays. Il a travaillé au sein de l'ONU, il a collaboré à la BAD. J'ai envie de lui demander où est-ce qu'il n'a pas travaillé. Il vient surtout de déposer sa candidature pour les présidentielles de 2018 dans son pays. Lui, c'est Maître Akerimuna. Bonjour Maître Akerimuna. Bonjour. Comment allez-vous? Ben ça va. Nous sommes ici en France, en région parisienne. Exact. Qu'est-ce qui vous amène à Paris? Je suis en transit en fait. J'étais à une réunion de Mo Ibrahim Foundation à Londres et je suis en transit pour l'Allemagne où il y a les élections de Transparency International. Donc j'y vais. Et j'ai un ami de longue date, un avocat américain avec qui j'ai commencé les études en 1973, qui a son anniversaire, je crois, le 13, vendredi le 13. Bon. Vendredi 13. Oui, justement, bon, il me retrouve ici pour un dîner pour son anniversaire, donc je suis de passage. Ah, de passage. Alors vous allez à une élection en Allemagne. Êtes-vous candidat à cette élection-là? Ben écoute, j'ai fait 9 ans comme vice-président de Transparency International, et c'est le maximum qu'on peut faire à TI, puisque je n'ai pas pu changer la Constitution, vous comprenez donc. Ah, vous n'avez pas pu changer la Constitution? Ça commence bien. Ça commence bien. Donc vous serez candidat à la présidence de Transparency International ou pas? Mais je ne peux pas l'être, puisque j'ai déjà puisé les 3 mandats. 3 mandats. Ouais, j'ai tenté de tropicaliser, mais ça n'a pas marché. Donc. Alors, vous avez déclaré il y a quelques jours seulement votre candidature à la présidentielle 2018 au Cameroun, votre pays. Rassurez-nous, vous êtes bien camerounais? Ben... Parce qu'un de mes grands confrères au Cameroun en a douté ces jours-ci sur un média que je ne citerai pas. Vous êtes bel et bien camerounais? Ben, je ne vais pas me baser sur son ignorance pour répondre à la question. C'est la seule nationalité que j'ai eue d'ailleurs. Je pense que si ce grand confrère junior local regarde les documents historiques, il verra très bien que tout, et c'est ce qui est grave, tous les ressortissants du Cameroun anglophone, à la date où j'étais né, portent un passeport du Nigeria, puisque le Cameroun anglophone était rattaché au Nigeria à cette époque-là. The British Cameroon's Nigeria. Yeah. Donc c'est cela. Donc, dans un climat comme celui-ci, c'est très irresponsable de commencer à appeler les Camerounais anglophones, puisque c'est comme ça on nous appelle, des Nigérians. Et ça, c'est très grave. Je pense qu'il faudrait, quand les grands confrères, n'est-ce pas, se permettent certaines libertés, il faudrait qu'ils voient la conséquence, parce que les journalistes que vous êtes, que sont les autres, ont d'abord le droit d'éduquer le peuple. Alors quand on commence à appeler les autres Nigériens et autres, n'est-ce pas, quand nous connaissons des Camerounais dans des hautes fonctions qui votent aux yeux de tout le monde dans les élections françaises, je me demande ce qu'on regarde. Mais en tout cas, je suis Camerounais, fier de l'être, et n'en déplaise à ce grand journaliste, je le serai toujours. Vous me rassurez, c'est votre sœur qui était ministre sous Paul Biya. Justement, évidemment, ben écoute, Ama Toutoumala. C'est ma sœur, ma unique sœur d'ailleurs, que j'adore, que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle sera fière de connaître qu'aujourd'hui, qu'en fait, mon père, lui qui est né au fin fond de Ngenbo, était aussi nigérian lui aussi, parce que c'est une façon de devenir, la seule façon par laquelle nous sommes Camerounais, ma sœur et moi, qui a eu l'honneur d'être pendant 12 ans membre du gouvernement camerounais, tout en étant nigérian. Et là, c'est un autre débat. Alors, chers téléspectateurs de JMTV+, vous l'avez peut-être compris, ou pour ceux qui ont moins de 30 ans, Maître Akerimuna est le fils de Salman Tandemuna, qui a œuvré pour l'unification du Cameroun, je ne me trompe pas, et qui a été de 1968 à 1988 président de l'Assemblée nationale. Encore mieux, parce que c'est pour ça que je pense que je suis même plus camerounais que certains.
À l'âge de 8 ans, quand mon père battait campagne pour la réunification, j'étais empoisonné ensemble avec lui. J'allais mourir. Et mon père avec, pour le compte de la réunification. Donc je sais de quoi il s'agit. Vous ne savez pas, j'ai failli y laisser ma peau à cause de cela. Alors quand, dans l'excitation d'une camarade télé, les gens lancent des paroles comme ça, il faudrait qu'ils fassent un peu attention, parce que c'était entre nous, avons beaucoup sacrifié. C'est comme quand je suis rentré de l'ordre en 78. J'ai mis 4 ans pour passer au grand tableau d'avocat. Pourquoi? Simplement parce que j'étais anglophone. Il a fallu qu'on trouve l'équivalence de mes diplômes à je ne sais quoi. Ça a pris 2 ou 3 ans. Et puis, au lieu d'être admis comme avocat, comme la loi le dit, quand on est inscrit en barreau étranger, j'étais inscrit au barreau de Londres, on m'a inscrit comme avocat stagiaire. Mais c'est curieux. J'ai pris donc 4 ans. On a du mal à vous croire, maître. Fils de Salomon, Tandemona, président de l'Assemblée nationale. C'est même pire. On vous a fait poireauter 4 ans pour vous inscrire. Non seulement ça. Quand je suis allé, furieux, qu'on m'a nommé avocat stagiaire, donc 2 ans après mon retour, furieux, je rentre à la résidence de mon père, il faisait la sieste. La chose à ne pas faire, c'est de réveiller. Il a ouvert la porte, il m'a dit, à quel roi des aides? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais on m'a fait avocat stagiaire. Vous qui étiez inscrit au barreau de Londres? De Londres, on m'a fait avocat stagiaire. Bon. Il m'a dit, ça votre problème? J'ai dit, oui, papa. Il m'a dit, est-ce que vous portez la robe? J'ai dit, oui. Est-ce que vous portez la perruque? J'ai dit, oui. Vous pouvez plaider au tribunal? J'ai dit, oui. Ça, votre problème, c'est la vanité. Et il me dit ceci, on peut vous ralentir, mais on ne peut pas vous arrêter. Alors, laissez-moi aller faire vos affaires, ça va passer. Et écoutez, j'ai fini par être bâtonnier de l'ordre des avocats. Donc je pense que les gens qui parlent de cette histoire, c'est pas parce que on ne lève pas les mains qu'on est manchot. Hein. Il faut faire attention. Alors, Maître Akeremona, vous avez été fils, vous êtes fils d'un ancien numéro 2 de l'État camerounais. Aujourd'hui, vous présentez votre candidature pour les présidentielles 2018 au Cameroun. On a envie de vous demander pourquoi maintenant et pourquoi, tout simplement. Vous savez, il y en a qui ont eu la chance de choisir dans quelle famille ils sont nés. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Donc, je suis né là où Dieu a décidé que je naisse. Et pour la chance des parents qui m'ont appris une chose, c'est que pour valoriser ce qu'on a, il faut travailler pour l'avoir. Si on vous donne tout, le risque est que vous ne connaîtrez jamais la valeur. Votre épouse, votre femme, votre soeur qui va au marché, quand elle fait les achats, elle vient, vous allez constater qu'elle sait comment conserver, elle sait comment garder, parce qu'elle connaît la valeur. Vous et moi qui restons à la maison et les enfants, n'est-ce pas, je prends une banane, je dis, ah c'est pas bien, je prends une autre. Donc, c'est ce que j'ai appris. Donc très tôt, j'ai su que bon, j'ai un père qui a été vice-président. En fait, toute ma vie, sauf une petite période, mon père a toujours été membre du gouvernement. Que ce soit au Nigeria, que ce soit au Cameroun. Donc pour une petite période de 6 mois, je l'ai connu toujours membre du gouvernement jusqu'à sa retraite. Mais ça n'a pas milité à me faire devenir quelque chose, bon, ça n'a pas influencé ma vie de quelque façon, des fois même de façon négative. Parce que vous avez ces gens-là qui vous tentent pour voir si vous avez dit que bon, mon père est, je veux dire à mon père, bon écoutez, je vous dis bien, je l'ai raconté plusieurs fois, mon père était Premier ministre et je faisais environ 7 km de Victoire à l'époque dans Limbé, jusqu'au lycée, hein, parce qu'il n'y avait pas de voiture. Ou bien, quand je demandais une voiture, mon père m'a dit que ça, c'est une voiture de service du Premier ministre. Quand tu seras Premier ministre, tu pourras donc les utiliser. Alors, j'y allais à pied. Quand je demandais, j'étais le 7e garçon dans une famille de garçons et une seule fille. Donc, quand je demandais une chemise, on partait dans le placard et on regardait, on me sortait la chemise qui était à ma taille. Les livres, rares sont les livres que j'ai eu neufs, parce que les frères étaient obligés de prendre les livres et de bien mettre les couvertures. Comme ça, en fin d'année,
il ramène le livre, il enlève la couverture, et c'est ce que moi j'avais. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Vous êtes sûr que vous ne nous enfumez pas là? Vous parlez bien de Salomon? C'est vérifiable, oui, c'est vérifiable. Ces enfants comme ça. C'est vérifiable. Ça veut dire que ce monsieur était contre le favoritisme, le népotisme, tous ces trucs, c'était pas... Oui, c'est-à-dire vraiment, je me rappelle, il avait pris un répétiteur, j'étais encore à Yaoundé, qui était venu me faire cours dans l'après-midi. Et papa était là avec, je crois, 12 invités pour déjeuner. Et j'étais un peu fatigué. Il l'a donc vu par la fenêtre, les répétiteurs venus. 5 minutes après, il a vu le gars repartir. Il était surpris qu'il n'avait pas cours. Alors il appelle, il dit, mais... et mon fils, moi je vous paye, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, il a dit qu'il est fatigué, donc on va faire ça demain. Mon père était avec ses invités, j'avais je crois 12 ans. Il m'a fait appeler. Il me dit, pourquoi vous n'êtes pas là? Il dit que ce monsieur a sa famille, il a du travail, il se déplace, il vient, si on le paye. C'est parce que vous êtes fatigué. Le gars a levé sa ceinture, a donné 12 coups. Pour 12 invités. Voilà. C'était balai. Heureusement qu'il n'avait pas invité plus. Devant ses invités, il dit que je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais si ça se passe, tu auras le même traitement. Allez, partez! Bon, ben écoute, c'était l'éducation que j'ai reçue. Hein. Donc, et je savais qu'il y avait des conséquences pour les actes que je pose. Donc, c'est comme ça, quand je pars donc du Cameroun pour les États-Unis pour faire ma licence en droit international, relation internationale, je tombe chez mon frère Daniel, il me dit, écoute, Akéré, je paye seulement tes études. Le reste là, où tu restes, que tu manges, c'est ton problème. Donc j'étais nettoyeur d'une bibliothèque, je classais les livres, et voilà comme ça comment j'ai grandi. Et ça je l'ai fait avec ma fille aînée Lydia, qui est maintenant dans une société d'assurance à New York. À 19 ans, elle était conductrice de bus entre le Bronx et Manhattan, pour subventionner la CFS. C'est comme ça que j'ai été élevé. Alors quand j'entends les gens parler, moi ça m'amuse quand même, Et c'est aussi, on peut, dur à gérer, ce préjugé-là. Et pour pouvoir évoluer le moment, vous constaterez que toute ma carrière, société civile ou autre, je l'ai fait hors du pays. Oui, la seule chose que j'ai fait au pays, c'est le bâtonnat, où j'ai eu la chance d'être voté. Seulement 4 ans après mon frère Bernard, bâtonnier de l'ordre des avocats, à cause des confrères objectifs et d'un barreau qui était majoritairement francophone. Il ne faut pas oublier. Donc, c'est objectif. Vous êtes élu par vos pairs. Et j'ai mis un système en place qui devait combattre le tribalisme. Ça avait été appelé The Rainbow Coalition. The Rainbow Coalition. C'est-à-dire que la coalition arc-en-ciel. Et je dois vous dire qu'on m'a accusé d'avoir noyauté le barreau parce que tous les bâtonniers, depuis mon bâtonnat, sont des bâtonniers qui étaient à mon conseil de l'ordre. On avait aligné ça dès le départ, que ce soit moi, que ce soit Ebanga, qui est d'un groupe ethnique minoritaire dans le barreau. Je me rappelle quand Obanga a été élu, il y a 2 ou 3 membres du gouvernement qui m'ont appelé pour me le remercier. Je dis pourquoi? Il dit sans vous, il n'y aurait jamais un petit bâtonnier. Je dis écoutez, Ebanga est compétent. Donnez-lui comment cela. Il a eu la confiance des confrères. Il dit non, vous dites là, c'est le Cameroun. Donc voilà. Donc il y a eu Banga, et puis il y a eu Tchungan, et puis il y a eu Eta Besson, et puis il y a eu Sama, et puis maintenant il y a Niekamba. Tous ces gars-là étaient dans mon conseil de l'ordre. On va rester sur la présidentielle. Pourquoi donc maintenant? On a compris. Justement. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas hier? Pourquoi maintenant? Bon, ben écoute, j'ai passé du temps dans les organisations internationales et surtout dans le mécanisme africain d'évaluation entre les pairs. Et j'ai passé mon temps à évaluer les pays africains. Et je vois ce qui se passe chez moi. J'ai fait des courriers, j'ai écrit, j'ai intervenu pour dire voilà ce qu'il faut faire. Quand j'ai commencé TI, c'est parce que je voyais que les gens ne se rendent pas compte que la corruption, c'est le plus pauvre qui en souffre. Celui qui porte le poids. Parce que ça détruit l'éducation, ça détruit la justice, ça détruit la santé. C'est presque biblique. Hein. Donc, quand je vois ça, je me dis, il faudrait que je fasse partie de la solution. Et le problème, dit anglophone, je rigole toujours quand on dit le problème anglophone, je ne sais pas si c'est parce que c'est le problème, c'est l'anglophone qui constitue un problème,
aussi parce que c'est un problème pour les francophones, ou bien c'est un problème pour les gouvernants. Donc, c'est comme ça c'est appelé. Et je me suis dit, moi je suis un produit du Cameroun bilingue, mais qui respecte les diversités. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 40 ans que je suis avocat, mais quand je vais au tribunal, je porte la perruque, je porte ma robe, je porte le col cassé, je porte le rabat. Ça, c'est une culture juridique qui vient avec. Alors je le fais, et c'est un plaisir de le faire. Donc, mais tout en étant camerounais. Donc, je me suis dit peut-être, au début, mais je dis mais pourquoi pas? Là, je suis déterminé à nous ramener à ce Cameroun-là dont on a rêvé, donc, où tout le monde se sent chez lui, où tout le monde peut faire comme il sait. Et je voudrais être ce pont-là, qui permet à ce que j'appelle une nouvelle république de naître. Et je pense que j'ai un parcours assez unique, qui pour moi a été comme une école. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est à mettre ces connaissances-là au service de mon pays, avec une petite réticence. J'ai 65 ans. Réticence. Oui, j'ai 65 ans. C'est encore jeune, ça? Oui, écoute, comparativement avec les autres. 65 ans, on dit que la population du Cameroun, c'est des jeunes, même 70% moins de 30 ans. Donc, on se demande, est-ce que... Mais écoutez, nous sommes comme notre génération, c'est comme des gens qui ont raté un train. Donc, je suis obligé de prendre le train d'après. Ce n'est pas le mien, mais c'est celui qui me reste. On va résumer, Maître Akeremouna. J'ai compris, en vous écoutant, que la crise anglophone a pesé lourd dans votre décision de vous présenter. Non, je suis en train de dire que c'est une des choses, mais la chose qui a pesé le plus, c'est le fait que nous sommes dans une situation de mal-gouvernance. Un. Deux, d'un État capturé par certains oligarques qui se servent au lieu de servir les Camerounais. Deuxième chose. Et troisième chose, les femmes et les jeunes sont laissés pour compte. Ça, c'est mes trois motivations. Et on voit ça à travers trois choses appelées bibliques. Moi, je suis chrétien, c'est pas vous. Dans la Bible, on enseigne, on soigne, n'est-ce pas? Et on juge. Donc, dans un pays, si vous ne vous occupez pas de la justice, de la santé, l'éducation, vous ne pouvez pas réussir. Mais ces trois secteurs au Cameroun sont les plus négligés. Ce sont les secteurs dans lesquels il y a la corruption à ciel ouvert. Alors, le pauvre n'a pas de chance, la femme n'a pas de chance, encore moins le jeune. Est-ce que vous savez que le Cameroun n'a qu'une seule femme ambassadrice? Une seule. Elle est à La Haye. Il faut quand même. Si vous saviez, le Cameroun n'a que 4 psychologues. Donc, je vais... Bon, ben écoute, encore tous les Camerounais ne sont pas psychologues, mais la moitié d'autres populations est constituée des femmes. Et elles sont dans toutes ces grandes écoles-là qu'on ne peut produire une seule ambassadrice. Et encore à La Haye, n'est-ce pas? Il faudrait voir. As in Cameroon is bilingual country, you have to speak in English also. Which kind of president are you going to be when you be elected? Well, that is very a very important question. I'm going to be a president who listens to the people. I listened to Madame Banda, former president of Malawi, and she said something interesting. She says, to be president, you have to be in love with your people. She said that. And I think that is the basis on which anybody should be president. You must be in love. It must be a love story between you and the people. Imagine the love story between Mandela and the South Africans. It's extraordinary. It's extraordinary. So that's the first thing. Make sure that you're serving the people. Make sure that the weakest and the poorest are protected. The Pope, John Paul, said this. Not John Paul. Pope Francis. Francis. He said, you judge a country by the way it treats the poorest. So I think it is very important. So in my opinion, my program will constitute firstly, one, making sure that
all Cameroonians are treated equally. 2, making sure that justice is seen to be done. Yeah. Thirdly, making sure there's health care for all. 4, making sure that if I am in the civil service, I can have a career vision. That when I start today, I know that these are the steps till I retire. Making sure that retirement is not seen as punishment. It's seen as the coronation of a life's work. So I have to make sure that when you get into the civil service, you know, making sure that in the army, the promotions are transparent. Yeah. That you don't go into the army today with a colleague, you become colonel and then suddenly the guy is colonel and you're still sergeant. Yeah. You know, I think these are things. And make sure we have a society that says thank you and respects competence. And the right man at the right place. Exactly. So you have a society where, with somebody whom you know is, I like the French word, nul. And then tomorrow the guy is your boss. How can you be motivated? How can you do that? So I think that these are certain angles that one has to do. And of course, a system which is zero tolerance for corruption and nepotism and favoritism and tribalism. That really is no-go. We have to have a system which is foolproof. Rwanda is amazing. And we have to put in, because the corruption in Cameroon is systemic. It is a system. Whether it's the peage, it's the justice, it is all made, it's just made to ensure that people steal from the country. That will have to change. Let me introduce you to Joel Ngo, who was born in Yaoundé, isn't it? Yeah. Joel Ngo, un brillant homme que j'ai appris à connaître dans des actions ici à Paris. C'est comme ça qu'on s'est rencontré, Joel. Hein? Et il y a quelques jours, j'ai sollicité Joel pour être désormais le chroniqueur politique de mes émissions politiques. Quand je pourrais. Quand il pourra, bien sûr, parce qu'il est très occupé et aimablement, gentiment comme il est, il a accepté. Nous allons maintenant parler de la crise anglophone et je te laisse, Joël. Exactement, mais vous savez, Maître Mouna, bonjour. Bonjour. Et c'est plaisant de vous avoir en face, enfin, parce que les Camerounais ne se rendent pas compte de la densité du parcours qui est le vôtre. Merci. Pour nous autres qui avons déjà fait des années dans la diaspora, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, moi j'ai été en Australie, les Camerounais ne se rendent pas compte de la densité d'un parcours comme le vôtre. Donc moi je ne voulais pas m'appesantir sur votre candidature à la présidentielle, même si elle nous parle. Nous sommes à un moment très important du Cameroun avec la crise anglophone et je dirige un comité, le comité de libération des prisonniers politiques. Vous avez peut-être déjà entendu exactement. Le CLDP, et on défend énormément la cause anglophone vue sur le plan population civile contre la répression. Donc moi je voulais vous poser d'abord la première question, c'est même pas une question, c'était j'ai écouté votre déclaration de candidature. Exact. Et dans votre déclaration de candidature, vous êtes un juriste éminent, on n'a plus rien à dire là-dessus, mais ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est que vous entamez votre déclaration presque en assurant une forme d'immunité au président Biya. Et au fond, moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est une garantie que vous lui donnez, ou alors le juriste que vous êtes quand même dit, vous serez peut-être président de la République, ce qu'on peut vous souhaiter, vu votre parcours, vu votre préséance, mais pour des organisations de la société civile comme la nôtre, c'est un peu embarrassant parce qu'on se dit, vous nous privez là de la possibilité d'avoir un jour à faire la vérité sur un certain nombre d'événements. Nous ne sommes pas dans un fait de faire, comme on dit toujours vulgairement, trivialement, de faire de la revanche. Mais un État, pour reconstruire l'État de droit au Cameroun, on aura besoin à un moment que des acteurs qui ont pris des décisions, ceux qui ont tiré sur les anglophones, le premier, la population civile anglophone non armée, on aurait quand même besoin de savoir qui a donné l'ordre. Comment se fait-il qu'on peut, comme ça, intérioriser
une criminalisation du fait de manifester au Cameroun. Et pour couper court, j'avais envie de vous demander, mais qu'est-ce qui a motivé votre envie d'assurer tout de suite une forme d'immunité au président de la République? Et votre question, elle est très pertinente. Et je comprends l'incompréhension des uns et des autres. Mais je dois dire ceci. On est dans une situation où il faut peser l'avenir du pays et l'histoire d'un homme. Et dans tous les pays en transition, on est obligé de se poser cette question-là. J'ai fait l'évaluation de la Sierra Leone. J'ai fait l'évaluation du Rwanda. J'ai fait de Tanzanie. J'ai fait aussi de l'Afrique du Sud. Si on voulait passer le temps à faire le procès de gens d'apartheid, on aurait négocié une transition très très sanguinaire en Afrique du Sud. Et je pense qu'au Cameroun, si on veut faire le procès du passé, on va vivre dans le rétroviseur et on va rater le train du Vous avez pris, excusez-moi de vous couper, vous avez pris l'exemple de l'Afrique du Sud, sans même faire le procès du passé. L'Afrique du Sud a instauré ce qu'on appelle la commission vérité, réconciliation. J'en viens. Donc, et je ne pense pas que programmer notre transition sur le procès d'un ancien président de 85, 80, je ne sais pas quel âge, n'aide personne. Mais par contre, ce n'est pas seulement les gens tués de Bamenda, c'est le terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quand on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les vraies personnes qui ont lutté pour l'indépendance, la vraie, sont ceux qui ont souffert le plus? On en parlera tout à l'heure avec ce livre publié par Louise Mekafossi. Comment ça se fait que même si on les appelle aujourd'hui à l'époque des Bakisa, maintenant ce sont des héros nationaux et tout ça, c'est très bien. Aucun symbole. Mais pas une rue. La route qui passe devant mon bureau s'appelle rue Navik. Je ne sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Vous êtes donc d'accord le combat des Sama? Sur parenthèse. Et Sama l'activiste qui s'en prend au statut. Mais écoute, je vais vous dire quelque chose. Parlant de ça. J'ai vu une statue érigée pour John Goufonchad à Douala, posée dans un rond-point. J'ai vu ce statue cassée par les militaires et traînée par terre. C'est pas possible. J'avais les larmes aux yeux. J'ai vu l'autre jour la veuve du docteur Foncha. Elle était comme ça, les larmes aux yeux, parce qu'elle voyait la statue de son mari traînée par des jeunes militaires tirés sur une corde. Et c'est ce que ce pays a fait avec l'histoire de notre pays. On a tronqué, on a enseigné du n'importe quoi, on se trouve là où on est. Et je pense que ce sont des choses qu'on doit faire. Réciter l'histoire, et des choses ont des conséquences. Si on décide d'amnistier Aïdjo, il n'y a pas de raison pour que sa femme subisse ce qu'elle subit aujourd'hui. Les putschistes et les autres qu'on les appelait, qu'on a décidé d'amnistier, on devait restituer leur carrière. Leur argent qui a été confisqué dans les banques, qui a pris? Est-ce que la curatelle a fait et l'État? Leur argent dans les comptes, leur voiture, leur maison, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est pour vous dire qu'il y a tout ça qu'il faudra remettre sur la table. Et l'argent de Nios qui a pris. Donc il faudrait, pour que nous vivons bien, il faudrait qu'il y ait un processus continu. Ces grands scandales-là de notre histoire vont être revus, refaits, les victimes réhabilitées, mais c'est un processus parallèle qu'on ne doit pas mettre en confusion avec un processus pénal qui cherche à sanctionner. Il faut qu'on soit réconcilié avec notre histoire. Je suis entièrement d'accord. Mais si là-dedans, il s'avère que vous, aujourd'hui, vous verrez la maison d'un putschiste quand elle a été amnistiée, il faudrait qu'on remette sa maison. Mais pour le moment, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on passe le temps à vouloir savoir, à dire que bon, la première chose qu'on fait, on va mettre le président devant là-bas, vraiment, c'est pas ma préoccupation. C'est pas vraiment dans ce sens que vous avez compris, c'est pas dans ce sens que j'étais vraiment dans le sens du devoir de mémoire qui consiste à rétablir, quand on reconstruit un pays, ça, je suis on ne peut pas oublier. Entièrement d'accord. Parce que actuellement, qu'est-ce qu'on voit dans le nord, y compris dans le nord-ouest, une armée avec des gens
des soldats même qui filment leurs propres exactions. Exact. Ça veut dire qu'il y a une culture de l'impunité qui s'est construite, qui s'est banalisée. Et pour en avoir, c'est pas le président de la République forcément Paul Biya qu'on va traduire, mais il y a des hommes qui posent des actes. Vous êtes très proche et vous connaissez très bien ce qui s'est passé au Rwanda, ou même, et à ces personnes-là, nous, dans une organisation comme le CLDP, nous disons toujours, sachez que, y compris ceux qui brandissent la nationalité française et les autres, des responsables camerounais, on leur dit, vous n'êtes à l'abri nulle part. Parce que vous pouvez avoir l'immunité que vous proposez dans le cadre de la reconstruction au Cameroun. Cela n'empêchera pas des ONG de vous attaquer sur le principe de la compétence universelle quelque part. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse faire la part des choses. Oui. Je ne cautionne pas l'immunité, l'impunité, que ce soit dans la corruption, que ce soit dans des choses comme ce qu'on voit maintenant. Vous savez, au nord-ouest et au sud-ouest, on ramasse les motos, ces gars-là qui n'ont plus autre, on les brûle et tout ça. Il y a un laisser-aller qui banalise, n'est-ce pas, la survie des autres et la vie humaine. Il y a cela. Je pense que ça, c'est complètement autre chose. Mais je ne voudrais pas que l'avenir se construise sur une focalisation de gérer le passé, de façon pénale. Mais ceux qui ont suivi mon propos, j'ai clairement dit que dans le cas extraordinaire, si demain on sort un document ou signé par quelqu'un où il disait partir à ma main d'attirer 50 personnes, ça serait difficile, n'est-ce pas, de dire que cette personne n'a pas une responsabilité. C'est ce que j'ai dit. Ça s'est passé en Afrique du Sud, donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse la part de choses. Mais l'intérêt de mon propos, c'est de dire que nous avons perdu beaucoup de temps. Il faut avancer et il faut commencer par sécuriser les Camerounais, parce que entre les gouvernants et le peuple, il n'y a plus de trust. Aucune confiance n'est faite. Et je ne sais pas si les gouvernants se rendent compte qu'ils sont devenus purement un gouvernement par le gouvernement et pour le gouvernement. Et les Camerounais ne comptent pour rien. Et quelques-uns, c'est même pas pour c'est quelques-uns qui se sont accaparés de l'État, ils gèrent comme leur champ, et tout ce qui est fait parce qu'on leur reproche quelque chose est transformé immédiatement, n'est-ce pas, en délit. Donc, pour rebondir rapidement, on va poursuivre parce que voilà. Donc, je voulais vous demander sur ce plan, parce que la crise anglophone est en cours et beaucoup vous brocardent tantôt en sécessionniste, et ce sont les mêmes qui vous prêtent d'une connexion ou une proximité avec le président Biya, et on ne s'en sort pas. Moi, je voulais juste vous demander, à l'homme d'État que vous êtes, comment voyez-vous la sortie de la crise anglophone? Parce que la sortie de la crise anglophone, on a fait ça il y a 10 ans, il y a 10 mois. Et on l'a toujours eu. Ceux qui me lisent savent qu'en 1995, j'ai créé un document qui s'appelle Lettre à mon frère francophone, où j'ai énuméré tout ce qu'il faut faire. Et bien avant, dans les années 80, mon père était président d'une commission qui avait encore ressorti tout ça. Déjà en 66, 67, Dr Fonlon avait son document qui énumérait les dangers qui guettent notre pays. Donc, à la date d'aujourd'hui, il faudrait un système qui, premièrement, donne la confiance, qui permette les anglophones d'être camerounais selon une culture qu'ils connaissent. On a eu ça d'abord. Donc, je pense qu'on est arrivé à un point où il faut absolument un système fédéral. Parce que c'est qui gère ça le plus. Oui, c'est un système fédéral qui gère ça le plus. Je le dis parce que ceux qui sont là le savent. Avant 1996, quand il y avait des troubles, il y avait maintenant une montée pour le fédéralisme. Si on avait fait ça à cette époque-là, on serait bien. Mais le gouvernement est astucieux. Il est sorti avec cette histoire de décentralisation, où il brandissait donc les présidents des régions élues, n'est-ce pas? Et tout le monde pensait que, ben voilà, c'est la même chose. D'ailleurs, même à l'époque, j'ai cru que c'était la même chose. Ah bon? En 2004, on sort une loi qui dit que les présidents de régions
sont sous la tutelle des gouverneurs. Alors, on est au Cameroun en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire, où les élus du peuple répondent. C'est comme les délégués du gouvernement. Les gens qui ont été nommés. Oui, ils répondent. Et c'est dans l'ADN, n'est-ce pas, du parti au pouvoir. Parce que au sein de leur parti, même, ils font la même chose. Vous êtes élu président de section, et puis on vous nomme coordonnateur. Quelqu'un qui est nommé au littoral, au centre, il y a des coordonnateurs régionaux qui sont nommés pour être au-dessus des présidents des sections et sous-sections, eux qui sont élus par le peuple. Donc, il y a cette volonté-là. La voix du peuple ne compte pas. Pas du tout. Même méprisé d'ailleurs. C'est même méprisé d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on a ce système-là, avec des super fonctionnaires qui se prennent pour des super politiciens. Et tout ce qu'ils font, c'est cela, se faire nommer. Mais au fond, au Cameroun, entre vous et moi, à part du président de la République, qui est voté au suffrage universel, le Parlement, n'est-ce pas, je le concède. Vous le connaissez d'ailleurs trop bien. Le Parlement, bon, on concède qu'ils sont des élus. Mais tous ces gens-là qui parlent maintenant, là, qui les a votés? Qui les a votés? Le Premier ministre, qui l'a voté? Tous ces super ministres-là, qui les a votés? Vous avez vu en Côte d'Ivoire, le président a exigé que les gens aillent aux élections, même les membres du gouvernement, même les plus compétents, il y en a qui ne sont pas revenus. Mais ces gens-là qui sont là à faire la loi, à parler sur la télé, à dicter ce que c'est le Cameroun, qui les a votés? La preuve